Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La visite du président Alassane Ouattara au Koweït a été couronnée de succès. 3 accords de coopération ont été signés, 300 milliards de financements ont été obtenus. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Koweït City le mercredi dernier, 18 avril, et l'émir du Koweït l'a accompagné à l'aéroport. Une grande marque d'attention, c'est ce que nous dit notre envoyé spécial sur place, Habiba Dambélé Saoué. Au dernier jour de son séjour koweïtien, le président Alassane Ouattara a reçu la visite de l'émir du Koweït, son Altesse royale, le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, dans l'aile du palais Bayan, entièrement consacré au chef de l'État ivoirien et à sa délégation. Le souverain koweïtien était accompagné de tous les princes du royaume et de ses principaux ministres. Ce cérémonial est exclusivement réservé aux hôtes de marque. Et cet honneur a été constamment rendu au président de la République. Au cours de sa visite officielle, il a été élevé au plus haut rang du royaume. Des accords signés, d'importants financements obtenus d'un montant total de 300 milliards de francs CFA, comparativement aux 58,4 milliards initialement octroyés à la Côte d'Ivoire. Un coup d'accélérateur dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Après un long entretien, l'émir a tenu à raccompagner son hôte à l'aéroport royal. Le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs de la Garde rouge, un cérémonial exceptionnel. Puis ce fut les adieux, une chaude poignée de main entre les deux personnalités, comme pour dire que le meilleur est à venir dans les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Et durant ce séjour, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, aura eu un entretien avec son homologue koweïtien, Cheikh Sabati Khaled, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères. Il est par ailleurs PCA, président du conseil d'administration du Fonds koweïtien pour le développement. Et à ce titre, les deux personnalités ont échangé sur le suivi des requêtes adressées au Fonds pour le financement de plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, de son côté, conduit une délégation aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Réunion prévue du 19 au 23 avril prochain à Washington, D.C. aux États-Unis. Les réunions de printemps rassemblent chaque année des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile, des universitaires et des hauts dirigeants des institutions financières de Bretton Woods. Le Premier ministre sera d'ailleurs à la tribune ce vendredi. Mais avant, il a pris part jeudi dernier, donc à Washington, à une réunion stratégique de haut niveau présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. La rencontre à laquelle prenait part le Ghana était l'occasion de faire le point sur l'initiative de transformation de nos matières premières, notamment le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, je le rappelle, représentent à eux seuls 60% de la production mondiale du cacao. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial aux États-Unis. Son reportage. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus grands producteurs de cacao dans le monde, surtout en termes de qualité. Pourtant, sur un marché de 100 milliards de dollars, le producteur, l'élément essentiel de la chaîne de production, peine à jouir du fruit de son labeur. Il enregistre un peu moins de 6 milliards de dollars. Indexer les fluctuations des cours internationaux. Pour trouver des solutions qui équilibreraient cette situation, une rencontre stratégique de haut niveau s'est tenue ce jeudi à Washington, présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. Les deux pays représentent près de 60% de la production mondiale. Donc, fédérer les forces permet d'avoir une approche commune en matière de recherche, de promotion, de marketing et de distribution du cacao va augmenter la valeur ajoutée qui est créée dans nos pays. Avec cette synergie d'action voulue par les deux chefs d'État et appuyée par la Banque mondiale, l'initiative permettra d'améliorer la productivité, la compétitivité et la chaîne des valeurs. Le secteur privé est lui aussi engagé pour le financement d'industries de transformation et autres unités de stockage. Le chef du gouvernement a souligné le caractère urgent de la mise en œuvre des mesures prises par les deux pays en vue de l'ouverture prochaine de la campagne cacaoyère en octobre 2018. Compte tenu des événements que nous avons subis en 2017, les deux chefs d'État ont décidé que cette initiative doit être prise
pour nous mettre dorénavant donc, à l'abri des fluctuations des prix du cacao, et surtout à cause des répercussions en ce qui concerne les prix aux paysans. La réunion de ce matin était une réunion qui réunissait la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Banque mondiale en tant que groupe, donc partie publique et partie privée avec la SFI et la Banque africaine de développement, pour que nous regardions ensemble quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces décisions, pour que très rapidement nous ayons sur des points comme le stockage, des points comme la transformation, des points comme la lutte contre les maladies, les points contre la promotion de la consommation au niveau du chocolat, des actions extrêmement précises pour nous permettre d'avoir une économie cacaoyère durable, et ceci pour le bien de nos paysans. Le Premier ministre accordera en fin de journée plusieurs audiences à son hôtel de Watergate. Et ici en Côte d'Ivoire, un incendie s'est déclaré hier aux environs de 17 h dans un parking de véhicules citernes à la Gestossi. 18 véhicules ont été ravagés par les flammes. Le feu a été circonscrit aux environs de 19 h par les équipes des sapeurs-pompiers, appuyées par plusieurs autres forces de l'ordre. L'on ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. Je vous propose d'écouter le chef de sécurité de la Gestossi. Alors, dès l'annonce du feu, nous déjà, à niveau interne, nous avons notre organisation qu'on appelle le POI, le plan d'opération interne, que nous avons mis en branle, où déjà Gestossi a mis ses dispositifs en place, notamment les véhicules d'interdiction de feu, le fourgon incendie. Nous avons un véhicule de 10 minutes, et puis nous avons aussi des canons fixes qui sont déjà installés sur nos installations, et aussi des canons tratables que nous utilisons en pareille circonstance. Et nous avons vu que le feu était important. Donc nous avons appelé nos amis de la CIR et les amis de GSPM qui sont venus, qui de façon synergique, nous avons lutté contre le feu et nous sommes allés, disons, jusqu'à l'extinction. Ce qu'il faut noter, c'est que compte tenu du fait que l'espace même est rempli de camions citernes, il faut dire qu'il pourrait avoir pire que ça, mais malheureusement, sinon heureusement pour nous, il n'y a pas eu de cas de victimes, il n'y a pas eu de cas de blessés. Il n'y a pas eu de cas d'incidentés. Quant à l'origine du feu, nous allons mener des investigations pour savoir de quoi il est question véritablement. Je vous fais lecture de ce communiqué émanant donc de la Direction générale de la Gestossi. Un incendie s'est déclaré aux environs de 17 h 15 à la Gestossi dans le parking longue durée sur 5 camions citernes vides. Avec l'intervention de nos équipes et partenaires, le feu a été maîtrisé aux alentours de 19 h 05. La situation donc est sous contrôle. Nous ne déplorons aucune victime. Néanmoins, nous dénombrons 18 camions citernes endommagés. La Gestossi tient à rassurer la population ivoirienne que ces installations n'ont pas été touchées et que cet incendie n'impactera en rien ses activités. Lancé en mars de l'année 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les travaux de l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou avancent bien sous la supervision du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. L'entreprise en charge des travaux est à l'œuvre. Le ministre des Infrastructures économiques tient à la qualité de l'ouvrage. Il s'est d'ailleurs rendu récemment sur le chantier pour apprécier de lui-même. On en parle avec Serge Collier. Première escale de cette visite terrain du ministre des Infrastructures économiques, l'axe Yamoussoukro-Boaké. Amédée Kouakou est venu se rendre compte du bon déroulement des travaux de réhabilitation de cette route truffée de nids de poules. Il y avait beaucoup de nids de poules. Nous sommes venus constater que les travaux pour boucher, ces travaux sont en cours, de sorte à permettre la circulation aisée en attendant que les travaux de l'autoroute se terminent. Le ministre a ensuite mis le cap sur le chantier de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. L'autoroute est longue de 110 km. La première phase, Yamoussoukro-Tiebissou, fait 37 km. Les travaux avancent bien et nous sommes venus vraiment nous rendre compte donc de l'effectivité et nous sommes quand même heureux que les travaux se déroulent comme il fallait. Mais nous allons regarder après en termes de délai s'il y a des retards, mais dans tous les cas, il faudrait que l'ensemble des travaux tiennent donc dans le délai qui a été imparti pour l'exécution des chantiers. Sur les autres chantiers, le ministre a appelé à la rigueur et au professionnalisme des structures en charge des travaux. La tournée du ministre des Infrastructures économiques s'est achevée à Ferké, où le boulevard Alassane Ouattara a été inauguré.
Et ici à Abidjan, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, en collaboration avec la délégation régionale du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire, a organisé le mercredi dernier ici à Abidjan donc une conférence débat. Les échanges se sont déroulés autour du thème Action humanitaire en Afrique de l'Ouest, priorités, défis et accomplissements. Cette rencontre a permis aux responsables de la Croix-Rouge de partager avec les journalistes leurs observations sur leur mission sous-régionale. Olivier Iriebi et Franck Wadio signent ce reportage. La situation des réfugiés dans la sous-région, les conditions de détention dans les prisons, des questions auxquelles le Comité international de la Croix-Rouge CICR essaie d'apporter des réponses au quotidien. La conférence débat initiée par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le CICR est l'occasion pour les responsables de l'Organisation humanitaire internationale de faire cas des difficultés qui limitent leur intervention dans la région du G5 Sahel où près de 12 millions de personnes sont en attente d'aide humanitaire. Les difficultés sont énormes, surtout pour la population, pour ceux qui subissent les effets combinés, pas seulement d'un conflit armé, mais aussi des aléas climatiques. On vit comme la population, on vit dans une situation où effectivement le côté sécuritaire est très présent dans nos équations. Cette rencontre avec la presse, également une occasion pour le bureau du CICR Côte d'Ivoire de dresser le bilan après 20 ans de présence. Le CICR a été auprès de la population ivoirienne dans les moments les plus durs de ces 20 dernières années. Depuis Abidjan, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'apporter un soutien logistique à toutes nos opérations, que ce soit au Sahel, que ce soit au lac Tchad, dans lequel on a des activités importantes d'assistance, de soutien à des centres de santé. Action humanitaire en Afrique de l'Ouest, priorité, défis et accomplissements. C'est le thème retenu pour cette conférence débat. En vue de faire comprendre leur mission dans le monde et surtout en Afrique de l'Ouest, les responsables du CICR ont souhaité la collaboration des médias. Nous allons refermer ce journal avec ce mot d'actualité internationale, la réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour les élections présidentielles de février prochain. L'élection présidentielle de février prochain a été adoptée. Les candidats devront désormais recueillir les signatures d'1% des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. 120 députés donc ont voté en faveur du projet de loi au terme d'une journée de débat houleux à l'Assemblée. Des altercations dans l'hémicycle, des suspensions d'audience, des manifestations dans les rues de Dakar. L'opposition dénonce un texte discriminatoire qui va freiner un certain nombre de candidats lors du prochain scrutin. C'est la fin de ce journal. Merci.